Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment configurer un serveur DHCP. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, allez-y sur la page, abonnez-vous, likez et partagez. Surtout, allez-y regarder la précédente vidéo. Et avant de continuer sur la configuration de notre serveur DHCP, j'aimerais faire quelques ramassés sur le réseau et la configuration du serveur DHCP. Vous expliquer en théorie comment cela fonctionne avant qu'on commence la configuration de notre réseau dans le logiciel Felix et le simuler pour voir comment cela fonctionne une fois qu'on finit de configurer notre logiciel dans notre serveur dans le logiciel Felix. Tout d'abord, vous devez comprendre qu'il existe plusieurs types de serveurs. Nous avons les serveurs qui peuvent être les serveurs messagerie, les serveurs de stockage, des serveurs FTP, c'est-à-dire des serveurs de fichiers. Et on a des serveurs tels que les ADDS, le Windows Server qui permet de gérer les protocoles de l'Active Directory. On a les serveurs DNS également. On a aussi les serveurs DHCP. Et nous, dans notre cas, nous utilisons le serveur DHCP vu que le serveur DHCP, c'est un serveur qui permet de distribuer des adresses IP dans le réseau. Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer comment fonctionne le serveur. Le serveur, c'est un ordinateur, comme tout ordinateur, mais c'est des ordinateurs puissants, des machines très puissantes, voilà, qui permet de regrouper toute une base de données, qui stocke toute une base de données dans des disques durs. Une fois que nous venons, par exemple, sur l'Internet pour faire des demandes, des recherches, etc., nous introduisons nos demandes dans les navigateurs. Une fois que nous introduisons nos demandes dans les navigateurs, nous devenons des clients et nous envoyons nos demandes. Ils interrogent l'Internet. Ça passe par des protocoles pour interroger le serveur et nous ramener la réponse. Donc, quand un client demande, le serveur lui ramène. Donc, c'est pourquoi on dit que le serveur fonctionne avec un client. Avec un serveur, il y a toujours un client. Avec un client, il y a toujours un serveur. C'est comme dans la vie courante entre un commerçant et avec un acheteur. Quand tu viens devant la boutique d'un commerçant pour acheter un truc, tu as un client et lui, il est un serveur parce qu'il va te servir. Dans le restaurant, c'est pareil. À l'école, entre le professeur et l'élève, c'est le serveur et le receveur. C'est le serveur et le client. Donc, il faut comprendre que le serveur, ça fonctionne entre deux éléments. Ça commence à fonctionner entre deux éléments. Soit il y a le serveur et le client, soit il y a le client et le serveur, c'est les deux. Il y a toujours un demandeur et un receveur. Donc, après ça, nous avons schématisé, c'est pas trop terrible, mais bon, c'est juste pour des explications. Dans un réseau, nous avons forcément un switch qui permet de relier des ordinateurs, des appareils entre eux dans un réseau. Nous avons un laptop qui permet de se connecter à ce switch ou à ce routeur. Nous avons forcément un ordinateur ou 3, 4, 5 ordinateurs qui peuvent se connecter au switch. Avec ces ordinateurs, nous retrouverons de l'autre côté un serveur. Et de l'autre côté, on a le routeur si on veut partir sur l'Internet. Vous devez comprendre qu'on peut configurer un réseau sans partir sur l'Internet en restant sur notre réseau local. Et là, parce que voilà, le routeur, c'est celui qui permet de se connecter sur l'Internet. Mais nous pouvons configurer notre réseau sans partir sur Internet en restant dans un réseau local. Dans un réseau local, tout en configurant cet ordinateur étant un serveur DHCP. Ce serveur DHCP, il va nous permettre de mettre comment on appelle, notre réseau. Il va être le serviteur de notre réseau tout en distribuant des adresses IP avec des ordinateurs qui sont connectés sur le switch. Par exemple, vous voyez là, on a combien de ports? On a au moins 8 ou 9 ports. Une fois qu'on a 8 à 9 ports, si on a par exemple 6 à 7 machines ou 10 machines, pourtant on a 9 ports. Vous savez que la 10e machine, on peut pas la brancher. Mais une fois que par exemple on a 8 machines avec le nombre de ports, on peut définir le nombre d'adresses IP qui peuvent être distribuées au sein de notre réseau. Si on a 10 machines, on peut demander à ce serveur, par exemple, de distribuer des adresses IP de 1 à 30. C'est-à-dire la limite, on définit la limite. On dit, par exemple, si on a 10 machines, je peux dire au serveur DHCP, tu me donnes des adresses IP de 1, par exemple, à 5 au début et la fin de 1 à 10. Donc, s'il y a un autre ordinateur au-delà de 10, même s'il y a 12 ports, si on a au-delà de 10 machines qui sont branchées, pourtant, on a demandé au serveur de distribuer que 10 adresses IP maximum dans le réseau. Au-delà de 10, la machine ne recevra pas d'adresse IP, à moins qu'on débranche un autre ordinateur. Après, on a le point d'accès.
Le point d'accès, le modem de point d'accès, c'est le modem de point d'accès Wi-Fi. Vous connaissez tous, voilà, on peut être dans un réseau local tout en on peut être dans un réseau tout en utilisant le point d'accès Wi-Fi pour les clients qui viendront pour sécuriser mieux notre réseau. Donc, c'est pour éviter que les étrangers ou l'extérieur puissent accéder à notre réseau. Donc, c'est pourquoi nous créons des points d'accès afin de le configurer de telle sorte que nous le donnons aux clients qui veut se connecter sans qu'il n'accède à notre réseau. Voilà. Donc, avec le serveur, on peut faire plein de trucs avec, définir la place des adresses IP, le débit et la fin le débit et la fin de la place des adresses IP dans notre réseau, lui demander de distribuer les nombres d'adresses IP dans notre réseau pour des ordinateurs qui sont concernés. Et si nous voulons également faire sortir notre réseau sur l'Internet, on veut se connecter automatiquement sur l'Internet, nous avons besoin d'un routeur. Un routeur qui peut se connecter sur l'Internet. Voilà. Et ça, c'est la connexion WAN. Voilà, c'est le routeur qui est capable de partir chercher des informations sur l'Internet et nous transmettre ces informations à partir de notre réseau. Donc, pour ça, pour que ce routeur aussi transmette les ordinateurs, il faut une configuration ici. Il a besoin d'une adresse IP qu'on appelle l'adresse IP de la passerelle. IP de la passerelle. L'adresse IP de la passerelle, c'est une adresse IP qui permet qui donne le passage du réseau entre le routeur et nos ordinateurs. C'est-à-dire, c'est la passerelle, on appelle ça la passerelle. C'est les adresses IP qui permettent de définir le chemin de notre réseau. Je peux vous dire ça comme ça, mais bon, les termes appropriés sont de l'autre côté. Donc, il faut juste retenir que c'est une passerelle, c'est des adresses IP qui permettent de définir le chemin de notre réseau. Donc, après ça, on a les adresses IP également. Comment cela fonctionne? Vous entendez tous parler des adresses IP. Les adresses IP, ce sont les identifiants. Ils permettent d'identifier les adresses IP eux-mêmes et les adresses IP des ordinateurs eux-mêmes et identifier les adresses IP des machines dans le réseau. Je vous explique. On peut voir des machines, par exemple, qui ont une adresse IP de 192.168.1.10 par exemple. 192.168.1.10. Donc, quand vous voyez cette adresse IP de classe C, comment reconnaître une adresse IP classée? C'est classifié. On a toujours, c'est-à-dire les adresses IP sont classifiées en 5 grandes classes, mais nous allons utiliser 3 les plus utilisées. C'est-à-dire la classe A qui est de 1 à 126, la classe B qui est de 128 à 192, la classe C qui est de 192 à 223. Donc, toute adresse IP commençant de 1 à 126. Vous voyez l'adresse IP qui commence par 1 ou 2, 3, 4 jusqu'à 126. Ce sont des adresses IP de classe A. Si vous voyez des adresses IP qui commencent de 128, 129 jusqu'à 191, ce sont des adresses IP de classe B. Si vous voyez des adresses IP qui commencent de 192 jusqu'à 223, ce sont des adresses IP de classe C. C'est cette adresse IP qu'on utilise là. Donc, chacune de ces adresses IP a ce qu'on appelle le masque de sous-réseau. Le masque de sous-réseau, par exemple, de la classe A, c'est le 255.0.0.0. Excusez-moi, j'ai écrit très mal, mais bon, c'est... Voilà. Donc, excusez-moi. Donc, ça, c'est le masque de sous-réseau de l'adresse IP de la classe A. Voilà. Donc, le masque de sous-réseau de l'adresse IP de la classe B, c'est 2 fois 255. C'est-à-dire, on a 255.255 également. 255 2 fois 0.0. Donc, pour ce qui concerne du masque de la classe C, nous avons... excusez-moi, voilà. Pour ce qui concerne du masque de la classe C, nous avons 3 fois 255. Je ne peux pas reprendre à écrire tout. 3 fois 255.0.0. Donc, ça, c'est le masque de sous-réseau de la classe C. La classe A, c'est 1 fois 255.0.0. Classe B, 2 fois 255.0.0. Classe C, 3 fois 255.0. Ça, c'est le masque de sous-réseau. Voilà. Après ça, je vous disais que l'identification des adresses IP
Par exemple, quand vous regardez par exemple la classe C qui est là 192.168, une fois que vous voyez le 192, on sait automatiquement que c'est une adresse IP de classe C. Et ça, c'est l'adresse IP de réseau, de machine dans le réseau. Ça, c'est l'adresse IP de l'ordinateur, l'adresse IP, l'identification de l'adresse IP. Et là, c'est l'identification de la machine dans le réseau. Je sais pas si je me fais comprendre. Et ça, c'est le NetID. Et ça, c'est le HostID. Le NetID permet d'identifier l'adresse IP de la machine. Et le HostID permet d'identifier la machine dans le réseau. L'adresse IP de la machine dans le réseau. Ou la place de la machine dans le réseau. Voilà. Donc, après ça, on a ce qu'on appelle les adresses IP privées. Les adresses IP privées, ce sont des adresses IP qui sont utilisées par le FAI, c'est-à-dire les internets de la fibre optique. Ce qui utilisent, c'est-à-dire les déploiements c'est-à-dire les opérateurs téléphoniques, en fait, ils utilisent les FAI qui utilisent les adresses IP privées la plupart des temps. Donc, toute adresse IP commençant par exemple les adresses IP de classe A commençant par exemple par 10, ce sont des adresses IP de classe privée. Les adresses IP de classe B commençant à 172 par exemple, ce sont des adresses IP privées. Et de 172 à 16 et de 172 à 31, ce sont des adresses IP privées. En ce qui concerne les adresses IP privées de la classe C, c'est 192.168. Donc, après ça, on a ce qu'on appelle les adresses IP interdites, des adresses IP qu'on ne peut jamais donner à un ordinateur. C'est-à-dire, c'est des adresses IP qui sont totalement interdites. Ce sont des adresses IP de réseau, soit des réseaux, on peut les utiliser comme des adresses IP des réseaux qui sont souvent terminées par 0. Au lieu ici des 10, tu vas voir que c'est terminé par 0. Et on a aussi des adresses de diffusion, le 255. On ne peut jamais donner une adresse IP à un ordinateur terminant par 255 parce que ce sont des adresses IP de diffusion. Ce sont des, ou encore appelées les adresses IP de broadcast, les 255. On peut les utiliser par exemple le 255 comme masque de sous-réseau ou le 254 comme l'adresse de la passerelle. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans la configuration de notre réseau à partir du serveur DHCP. Et au niveau de la passerelle, j'aime bien utiliser le 254 voilà, comme adresse de passerelle. Donc, c'est un peu de tout ça que je voulais vous expliquer avant de continuer sur la configuration de notre serveur DHCP dans le logiciel Felix. Donc, revenons sur le logiciel Felix. Ça, c'est un logiciel de simulation. Ça nous permet de configurer notre serveur DHCP. On va essayer de simuler, voir comment les serveurs ça fonctionne, comment ça se comporte avec des ordinateurs dans un réseau. Donc, si vous regardez à ma gauche, nous avons des câbles RJ45 câbles de connexion, nous avons des ordinateurs, les portables, les switches, les routeurs domotiques, les routeurs, comment on appelle le modem. Et on dit que l'ordinateur, on peut l'utiliser comme un serveur DHCP, DNS, on peut les utiliser comme des ordinateurs clients, les switches permettent d'interconnecter, les routeurs domestiques permettent d'interconnecter les réseaux à la maison, les routeurs permettent de faire sortir notre connexion, les modems, etc. Donc, chacun a son rôle. De l'autre côté, on a les outils qui nous permettent d'utiliser ce logiciel plus facilement. Là, ça nous permet de créer un nouveau projet. Là, ça permet d'ouvrir un projet déjà enregistré. Là, ça permet d'enregistrer un projet qu'on est en train de faire. Là, ça permet d'éditer, écrire, c'est-à-dire ce qui me permet d'écrire le réseau 1, réseau 2, ça c'est le texte. Ça permet c'est-à-dire la conception de notre réseau. C'est ça qui permet d'afficher celui-ci. Et là, ça nous permet de passer en mode simulation. En mode simulation, c'est-à-dire qu'on veut voir notre travail, ce qu'on a fait, comment cela fonctionne, on passe par là en mode simulation et là ça permet d'activer la vitesse de la simulation et là c'est l'assistant, c'est lui qui nous permet d'installer les logiciels tels que l'invite de commande, le CMD et d'autres serveurs clients qu'on va voir plus tard dans notre réseau. Et voilà, donc ça ce sont les outils qui nous permettent d'utiliser le logiciel Felix. Nous allons maintenant passer à la configuration ou à l'installation d'abord des matériels sur notre page Felix afin qu'on puisse le configurer. On va voir, je vais passer maintenant à la topologie de mon réseau. Donc tout d'abord, je vais essayer de prendre cet ordinateur et le placer là. Une fois que je le place là, vous voyez qu'il y a une autre barre de menu qui s'affiche, c'est-à-dire la barre de configuration automatique de notre réseau et de notre serveur. Donc, il me demande automatiquement de faire celui-ci, mais je ne suis pas encore prêt. Je peux le réduire et je continue le placement de mes matériels informatiques sous la page.
je considère cet ordinateur comme un serveur DHCP, celui-ci comme un serveur DNS, parce qu'on dit que le serveur DNS permet de convertir des adresses IP en URL et le serveur DHCP permet de distribuer des adresses IP dans le réseau. Et après, je vais essayer de placer 3 ordinateurs. Quelqu'un d'autre peut placer 4 comme il veut. C'est chacun, voilà. Chacun peut faire son topologie comme il veut. Je vais essayer de placer 3 ordinateurs sur la page. Et après avoir fini de placer ces 3 ordinateurs, je vais essayer de replacer mes switches. On dit que les switches, ça nous permet de connecter les ordinateurs entre eux. Ce switch qui est là, il n'est pas configurable. Il y a quand même bien sûr des switches qui sont configurables, par exemple les switches de Cisco, où on peut passer en mode de configuration, où on peut donner un mot de passe, etc. Il y a plein de lignes de commande qu'on peut utiliser sur Cisco pour configurer le switch. Donc après, je vais essayer de placer mon 3 switches par rapport à la configuration de mon truc, de mon réseau. Et une autre personne peut placer 2 switches, un switch, etc. Ça dépend. Donc, une fois que j'ai placé mes 3 switches, je vais essayer de placer mon routeur ici. Parce que j'aurai besoin de faire sortir mon réseau à l'extérieur. Nous avons dit que le routeur il permet de connecter sur l'Internet. N'est-ce pas? Donc, une fois que nous voulons faire sortir notre réseau, c'est-à-dire on veut se connecter du monde extérieur, nous avons forcément besoin d'un routeur. Et là, il me demande le nombre d'interfaces sur le routeur. Vous savez, le routeur, il peut avoir plusieurs interfaces. Il peut avoir 3, 4, 5, jusqu'à 8, jusqu'à autant d'interfaces. Il y a des routeurs de 24, de 24 ports, par exemple, le routeur de switch, encore une fois. Mais là, moi, j'ai besoin de 2 interfaces, c'est-à-dire la sortie et la rentrée de l'autre côté. Donc jusqu'ici, c'est bon. On a fini de placer les matériels. On va essayer encore de les relier entre eux. Donc, je prends mon câble RJ45. Je vais essayer de connecter cet ordinateur à ce switch, celui-ci à ce switch, également cet ordinateur à ce switch, ou si je veux, je peux le connecter là. Une fois que je finis, je connecte ce switch à celui-ci, etc. J'essaie de les interconnecter entre eux. Voilà. Et voilà. Et à la dernière position, je vais essayer de connecter le routeur au switch. Ça, c'est la topologie qui vient de moi. Une autre personne peut faire d'autres types de topologie, mais pourvu que son réseau soit bien configuré et que ça arrive à communiquer, les machines arrivent à communiquer entre elles, c'est le plus important. C'est-à-dire la configuration soit parfaite. Donc, une fois que j'ai fini de placer mes matériels, j'ai fini de les relier, il me reste la configuration de mon serveur DHCP. Vu que là, les ordinateurs sont reliés, nous savons qu'il n'y a aucune communication qui peut se passer. Même si on passe en mode simulation, on passe en mode ping, ils ne peuvent pas se communiquer entre eux parce qu'ils ont tous actuellement des adresses IP par défaut. Quand vous vérifiez, ils ont tous les mêmes adresses IP. Quand nous cliquons par exemple sur cet ordinateur, il a 192.168.0.10 comme adresse IP avec une adresse, un masque de sous-réseau de classe C. Et voilà, quand nous regardons le deuxième ordinateur, c'est pareil. Ils ont tous les mêmes adresses IP identiques. Donc, dans un réseau, les ordinateurs ne peuvent pas avoir les mêmes adresses IP identiques. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est à nous de le configurer. On va essayer de venir sur notre serveur. On va prendre cet ordinateur comme un serveur DHCP. On va essayer de le configurer. Tout d'abord, ils vont nous demander le nom de l'ordinateur. Soit on mais moi, je préfère le renommer. Je vais essayer de renommer mon ordinateur tout en donnant le nom des serveurs. Je donne serveur, par exemple, DHCP. Et on me demande l'adresse IP. Donc, à partir de l'adresse IP, je vais essayer d'enlever ça. Moi, je vais partir avec 1.50, par exemple. Une fois que je mets 50, je vais essayer de définir, parce que tout se passe sur ce serveur. Tout ce qu'on doit faire dans notre réseau doit dépendre de là. Ça, c'est le premier réseau. Doit dépendre de ce serveur. Donc là, je vais configurer en même temps la passerelle de mon réseau. Donc la passerelle, je vais donner comme adresse IP 192.168.1.254. Voilà. Donc, comme je vous le disais, la passerelle, c'est ça qui nous permet d'indiquer le chemin de sortie de notre réseau. Il nous permet d'indiquer le chemin de notre réseau. Donc, je vais définir cette adresse IP comme passerelle. Vu que j'ai donné l'adresse IP du réseau de mon serveur, c'est 1.50, je vais essayer de mettre devant son nom 50 pour me repérer dans la configuration. Je sais que le 50, c'est le serveur DHCP. Et une fois que j'aurai fini de donner le nom, l'adresse IP fixe, c'est-à-dire c'est une adresse IP statique,
et qui ne peut pas changer à moins que nous on le change. Et je viens au niveau de la configuration ici, configuration du serveur du service DHCP. Et là, il nous dit le début de la plage et le fin de la plage. Ça veut dire quoi? Le début, comme je vous ai expliqué, on peut limiter les adresses IP, la diffusion des adresses IP dans notre réseau. Donc, nous, on va essayer de diffuser, c'est-à-dire limiter le nombre d'adresses IP que notre serveur peut donner dans notre réseau. Donc, je peux lui dire, tu donnes une adresse IP de 192.168 au début, un point, par exemple, 20, et une autre adresse IP, ça doit se limiter par exemple de 192.168.1.30. Donc, dans notre réseau, on aura une adresse IP de 20 à 30. Ça ne dépasse pas là. Quel que soit le nombre de machines dans notre réseau, on n'aura pas plus de 30 adresses IP distribuées. Donc, si on a plus de 30 ordinateurs, on est obligé de venir changer la configuration en donnant 60, 80, 90. Donc, comme ça, il pourra encore distribuer autant. Donc, après ça, on vient, on clique sur activer le service DHCP et on clique sur OK. Donc, jusque là, c'est bon. Nous avons presque fini la configuration du serveur DHCP. Une fois qu'on finit de configurer le serveur DHCP, la place aux ordinateurs. On vient, on clique sur le PC. C'est comme dans un PC avec un ordinateur fixe où on va partir d'un paramètre des réseaux, paramètre IPv4, c'est pareil. Et là, on vient, nous demandons à notre ordinateur d'utiliser d'abord son adresse IP comme nom. Comme ça, et au niveau de test, nous ne sommes pas obligés à chaque fois de venir vérifier c'est quoi son adresse IP. On affiche l'adresse IP devant nous. On demande à l'ordinateur d'utiliser son adresse IP comme nom et on vient l'indiquer pour dire, bon, adressage automatique par le serveur DHCP. Il faut te connecter une fois qu'on lance la simulation, connecte directement au serveur DHCP pour récupérer une adresse IP. Donc, comme ça, on vient, on clique sur adressage automatique et on fait pareil avec les autres ordinateurs. Adressage automatique, OK. Portable, utiliser le nom comme IP, après adressage automatique. Donc, si vous remarquez, toutes les trois adresses IP sont identiques. Ce sont des adresses IP par défaut, c'est normal. Une fois qu'on aurait fini de faire ça, nous allons venir configurer notre serveur DNS. Nous avons dit que le serveur DNS, c'est un serveur permettant de convertir une adresse IP en URL. Par exemple, si nous venons sur l'Internet, par exemple, je veux voir le DNS de Google, par exemple. Au lieu d'écrire Google, je peux mettre 8.8.8.8 4 fois. 8.8 4 fois et puis je tape entrée. Une fois que je tape entrée, il me redirige automatiquement sur DNS. Et là, c'est le truc, je vais l'enlever. Là, par exemple, je l'envoie dans l'URL ici. Et une fois que je l'envoie là, et il me permet de retrouver le DNS de Google. Et là, il m'envoie automatiquement sur Google. Donc c'est un peu ça. Et ça, c'est le rôle du serveur DNS. Il permet de convertir les adresses IP en URL. Je pense que je me fais comprendre. Donc, on a deux possibilités. Soit on peut demander au serveur DNS de venir automatiquement se connecter au serveur DHCP pour obtenir une adresse IP. Soit on le configure manuellement, mais moi je vous suggère par exemple de le configurer manuellement pour avoir une adresse IP fixe. Donc je viens, je le configure comme la configuration du serveur DHCP, je le donne 192.168.1 point, par exemple 20. Voilà. Donc parce qu'à la limite, nos adresses IP se limitent à 30. Donc je viens, je mentionne la passerelle. La passerelle c'était 192.168.1.254. Et une fois que je mentionne la passerelle, je viens automatiquement, je mets là le PC, je lui dis par exemple c'est un serveur DNS. DNS et je mets son adresse IP 20. Donc ça me permet de dire que ça c'est le serveur DNS a une adresse IP de 192.168.1.20 parce que je suis dans le réseau 1, donc je sais que la terminaison ça va. Donc ça va me faciliter la tâche. Donc là on n'a rien d'autre à faire et sauf peut-être activer le service DHCP. Voilà, on met OK. Mais tout compte fait, on peut revenir pour mentionner l'adresse IP du DNS au cas où on aura besoin de faire entrer l'URL
dans le serveur. C'est-à-dire si on a besoin d'introduire, interroger le serveur DHCP ou partir sur l'Internet, le serveur DHCP permet de convertir notre adresse IP en URL pour nous afficher la page qu'on aura besoin. Donc, on peut également donner l'adresse IP comment on appelle, de DNS pour que tous les autres ordinateurs puissent se connecter automatiquement aussi au serveur DNS. Donc, son adresse IP, c'est 192.168.1.20. Et voilà, une fois que c'est fini, nous allons essayer maintenant de configurer notre routeur parce qu'on aura besoin de faire sortir notre réseau à l'extérieur. Le routeur, comme je vous l'ai dit, il permet d'interconnecter les ordinateurs entre eux dans un réseau. Une fois qu'on clique sur le routeur, vous regardez, il y a un tableau de routage. Il nous affiche un tableau de routage avec des adresses IP par défaut. Une fois que je clique par exemple sur cette adresse IP, il m'affiche la passerelle, la première passerelle, c'est-à-dire ça c'est la liaison. La liaison de cette adresse IP est là. Donc, on va essayer de la configurer de telle sorte que le serveur peut le retrouver à la sortie. Ou cet ordinateur, n'importe quel autre ordinateur peut retrouver la sortie de notre réseau. Donc, au lieu de 0.10, je vais mettre 1. Vu que son adresse IP, on l'avait déjà mentionné dans le serveur 1.254, on le replace là, 1.254. Et une fois qu'on clique sur 1.254, là, on lui a donné une adresse IP à notre serveur. Là, c'est 192.168.1.254. Et là, nous venons, on clique une fois sur le routeur. On vient, on clique sur routage automatique. On mentionne la passerelle 192.168.1.254. Ben là, c'est bon. On a fini la configuration de tous les matériels sur le réseau. La place à la simulation pour voir comment cela va se comporter une fois que la configuration elle est faite. On passe à mode simulation. Et une fois qu'on passe en mode simulation, nous avons vu la couleur verte, la lumière verte s'allumer avec l'interconnexion pour nous dire que les ordinateurs sont reliés entre eux. Et nous voyons que les adresses IP ont changé. Et là, on a 192.168.1.21, 192.168.1.22, 192.168.1.23, etc. Donc, cela veut dire que les ordinateurs ont pu se connecter sur le serveur DHCP pour récupérer une adresse IP. Donc, ils n'ont plus les mêmes adresses IP, mais ils sont dans le même réseau. Quand je place par exemple la souris ici, vous allez voir son adresse IP avec son masque de sous-réseau, n'est-ce pas, avec la passerelle configurée avec le serveur DNS en bas. Tout est configuré, tout est bon, ils peuvent communiquer ensemble. Mais cela ne nous rassure pas. Il faut passer au test. Le test, ça nous permet de voir est-ce que réellement, quand je demande par exemple à mon premier ordinateur qui est là, s'il m'entend, c'est-à-dire à partir de ce serveur, quand je l'appelle, est-ce qu'il peut m'entendre? Pour voir, on va essayer de tester pour voir s'ils peuvent se communiquer entre eux. Donc, comment cela va se passer? En informatique, il y a une commande qu'on appelle la commande ping. C'est une commande informatique permettant de tester la connectivité des ordinateurs dans le réseau. Donc, il suffit de venir cliquer là, soit sur le serveur, soit sur n'importe quel autre ordinateur. Ça dépend de vous une fois, c'est le choix. Et là, c'est l'assistant que je vous avais demandé qui nous permet d'installer les logiciels. Donc, je viens, j'installe, c'est-à-dire la ligne de commande, je l'invite, d'appliquer OK. Donc, je lui demande de s'afficher. Je vais le mettre de côté. Donc, à partir de là, on va essayer de tester la connectivité de nos ordinateurs dans le réseau à travers la commande ping. Donc, je viens, j'écris ping, par exemple. Je mets l'adresse IP du premier ordinateur qui est 192.168.1.21 ou bien 192.168.1.21 et je vais taper Entrée. Une fois que je tape Entrée, vous allez voir la connectivité. À partir de ce serveur, il y a la lumière verte qui remonte jusqu'à ce PC. Et quand vous regardez là, il nous dit que vous avez 4 paquets qui ont été transmis, 4 paquets reçus et 0 perdu. Cela veut dire que nous avons parfaitement bien configuré le réseau et il y a une communication parfaite qui existe entre le serveur et l'ordinateur qu'on a pingé. On va essayer de pinguer la deuxième machine qui est 22 et nous allons voir que, vous voyez, là, ça passe de là, ça revient là et ça descend dans la machine. Il nous dit que vous avez transmis 4 paquets ont été reçus et 0 perdu. Donc, s'il n'y a aucune perte, c'est que ça fonctionne parfaitement. Et si ça ne fonctionne pas, on vous dira que vous avez transmis 4 paquets et il y a 100% perdu au fait. 4 paquets transmis, 4 paquets reçus et 100% de perte. Voilà, cela veut dire que s'il y a 100% de perte, cela veut dire que ça n'a pas du tout marché, il y a une mauvaise configuration.
Et on va essayer de pinguer par exemple la troisième machine également qui est 23. Et 23, on tape entrée, on va voir. Et nous voyons que le ping, ça passe automatiquement. Donc, nous avons bien configuré les ordinateurs et on va essayer de pinguer notre serveur DNS pour voir est-ce que notre serveur DHCP peut trouver son adresse et son serveur DNS. Donc, au lieu de 23, on met 20. Et voilà, vous avez vu la connexion, ça se passe entre ces deux ordinateurs. Donc, cela veut dire que ça passe super bien. Donc, la configuration, elle est parfaite. Le dernier test qui nous reste, c'est de voir la connectivité. Est-ce que c'est possible, par exemple, de faire sortir notre réseau parce qu'on a configuré la passerelle? Est-ce que c'est possible que notre réseau arrive à accéder à l'extérieur? Donc, pour cela, nous allons pinguer, c'est-à-dire la passerelle de notre réseau. C'est 254 et bim, on va voir et ça arrive à trouver la passerelle, le chemin, le chemin de sortie de notre réseau. Donc, une fois que tous ces tests ont fini, nous sommes maintenant rassurés que notre réseau, ça fonctionne. Et si ça fonctionne, c'est que c'est bien. On a tout testé. On va essayer maintenant de faire sortir notre réseau. Pour faire sortir notre réseau, c'est très simple. Et là, vous avez vu que le routeur, par exemple, il a deux interfaces. On a configuré la première interface. Et là, c'est la deuxième interface. Vous avez vu, même si je clique dessus, il n'y a rien parce que rien n'est connecté après. Donc, moi, j'ai envie de faire sortir mon réseau. J'ai deux possibilités. Soit je place un routeur à des interfaces. Je lui dis, bon, de ce routeur à ce routeur, voilà comment tu vas y accéder. Et de ce routeur à un autre routeur, je peux placer encore un autre routeur, je peux placer encore un autre routeur. Mais là, ça va compliquer la tâche. Je préfère quoi? Placer un switch simplement. Je vais essayer d'interconnecter le routeur à ce switch. Et vu qu'il y a une place, c'est-à-dire la sortie d'une interface, je vais essayer de placer un ordinateur. Et par contre, je peux placer un autre routeur si je veux. Mais là, moi, je préfère placer un ordinateur. Et même si j'aurais voulu placer un autre routeur, vous ne pourrez pas. La configuration, la vidéo va être assez longue parce qu'il faudrait configurer chaque interface de chaque routeur. Donc, ça va être assez compliqué. Donc, je préfère me faciliter la tâche, prendre un switch et prendre un ordinateur également. Je vais essayer de les connecter. Et à partir de là, je peux configurer la deuxième sortie de mon réseau. Et il faut savoir qu'à partir de là, le serveur DHCP n'a plus son veto. Quand je dis n'a plus son veto, son pouvoir, ça se limite là, dans le réseau 1. Il n'a droit qu'à distribuer des adresses IP dans ce réseau. Donc, à partir de là, on va essayer de changer de réseau, quitter dans la phase de ce 192, on va partir configurer notre propre réseau. Non, pas dans 192, dans la phase de 1, on va partir dans une autre dimension. On va prendre l'adresse IP réseau de 2 points, par exemple, 2 points ou 3 points, ça dépend. Donc, je vais essayer de cliquer d'abord sur le routeur, configurer sans passerelle. Au lieu de 192, 168.0.10 ou 192, 161.254, moi, je vais essayer de changer tout ça. Je vais essayer de prendre 192, 168.2 par exemple, .254. Donc, nous ne sommes plus dans le même réseau. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Là, le réseau, l'adresse du réseau, c'est 1 et de l'autre côté, c'est 2. Donc là, nous allons le configurer manuellement. C'est à nous de le configurer. Ce n'est pas le serveur DHCP de nous fournir des adresses IP avec ce réseau. Donc, une fois que je configure, par exemple, la passerelle à 2.254, je vais essayer de venir remplir les informations de cet ordinateur. Tout d'abord, je vais utiliser son adresse IP par défaut comme nom et venir changer son adresse IP. Au lieu de 1, je mets 2 parce que nous sommes dans un réseau de 2. 2 points par exemple, 40 par exemple. C'est là que vous allez comprendre que le serveur DHCP n'a plus son pouvoir parce que nous avons limité l'adresse IP du serveur DHCP ici à 30 et là nous sommes à 40. Donc, nous allons mentionner son passerelle. Et sa passerelle du coup, c'est 192.168.2.254. Donc, ça, c'est l'adresse IP de la passerelle. Et nous pouvons également mentionner l'adressage IP de ce serveur DNS qui est là. Et soit on le laisse, soit voilà, c'est facultatif. Et je le laisse là, moi. Voilà. Et une fois que je mentionne ces informations, je vais essayer de sortir.
et nous voyons que l'ordinateur a pris son adresse IP de 192.168.2.40. On va essayer de tester la connectivité de ce réseau. On va voir est-ce que notre réseau arrive à sortir du premier réseau pour atteindre le deuxième, c'est-à-dire pour atteindre cette. On va passer en mode simulation. Une fois qu'on passe en mode simulation, on va essayer de prendre soit le serveur DHCP, soit un ordinateur pour tester la connectivité. Ça dépend. Chacun a son choix. Une fois encore, je prends le serveur DHCP. Et là, on va essayer de taper la commande ping. Au lieu de 1.200, je mets 2 points. On va d'abord tester la passerelle qu'on vient de configurer pour voir est-ce que le serveur DHCP peut atteindre la passerelle du second réseau 2.254. Et bien, voilà, ça arrive à sortir. On arrive bien sûr à atteindre la passerelle du second réseau. Donc, si on trouve le chemin du second réseau, cela veut dire qu'on a la possibilité d'atteindre l'ordinateur. Donc, pour cela, on vient, on remet pour voir le ping, 180, on voit 40. Et voilà, ça arrive bien sûr à pinguer. Vous avez vu que c'est pas le serveur DHCP qui distribue des adresses IP dans ce réseau, mais on lui a configuré manuellement. Donc, son pouvoir se limite à ce réseau. On pouvait bien sûr le configurer de telle sorte que le serveur DHCP lui donne une adresse IP. Mais nous avons préféré que ce soit nous-mêmes qui lui donnons une adresse IP, qu'on soit dans un autre réseau qui est indépendant que le premier réseau. N'est-ce pas? Voilà. Donc, on va faire pareil. On va faire l'inverse. On va prendre cet ordinateur pour voir est-ce que cet ordinateur-là, il peut pinguer ou il peut accéder à n'importe quelle autre machine dans le réseau 1. On va essayer de voir. Ici, vous voyez, nous sommes 192.168.2.40, c'est sur cette machine. On va essayer de voir est-ce que cette machine il peut accéder à n'importe quelle machine ici. Donc, pour cela, nous allons toujours passer par la commande ping 192.168.1.21. Et voilà, ça arrive à pinguer la machine. Vous voyez, on dit il y a 4 paquets qui ont été transmis, 4 paquets reçus et 0 perdu. Donc, nous pouvons faire pareil sur la deuxième machine, 22, et ça arrive à pinguer, c'est pareil. Et nous pouvons faire pareil sur la troisième machine, et voilà, 23. Et vous voyez, le ping, ça passe automatiquement, ça passe parfaitement bien. Ça nous montre la connectivité et la configuration parfaite de notre réseau. Donc, nous pouvons également aussi pinguer le serveur DNS si nous voulons. Par exemple, je mets, au lieu de 23, je mets 20 le DNS. Et voilà, ça arrive à pinguer le DNS qui est là. Malgré on ne l'a pas donné l'adressage IP du DNS parce que le DNS, son rôle, c'est de convertir les URL, les IP en URL. Donc, le dernier test consiste à tester le serveur DHCP en mettant 50 par exemple. Et une fois qu'on tape, on voit que la communication se passe super bien. Donc, si vous venez de nous prendre en marche et que vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Je vous promets qu'à la prochaine vidéo, nous allons voir comment configurer un serveur messagerie et un client, comment envoyer des messages et supprimer, créer un serveur de messagerie pour voir est-ce que quand on envoie un message à un pote et qu'on supprime le message dans notre téléphone ou envoyer des photos catholiques et qu'on supprime les photos, est-ce que ça va forcément se supprimer dans le serveur ou ça va encore rester ce qu'on fait sur l'internet, par exemple sur des messengers, etc., sur des différents types de réseaux sociaux. Quand on envoie des messages, comment ça va se stocker? Est-ce que quand on envoie, on supprime, ça va vraiment se supprimer? On va voir ça dans une nouvelle vidéo. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, partager et liker. Et abonnez-vous massivement. Merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci. Bonne journée à vous.